Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres de votre journal. Plus de 150 entreprises algériennes exposent ses produits en Mauritanie. La foire de la production algérienne attire les investisseurs et les visiteurs. Nous revenons sur cette nouvelle stratégie dans un instant. Le Forum économique de Davos s'est prononcé, classe l'Algérie parmi les pays leaders dans le domaine de sécurité alimentaire. Quels enjeux pour notre production agricole? Réponse tout à l'heure. Dans le grand format de ce week-end, on vous dit pour quelles raisons le New York Times a classé l'Algérie parmi les 52 destinations à visiter en 2023. L'invité du 19h, la directrice générale de l'ONT, Saliha Nasserbey, nous dévoilera la stratégie de l'Office national du tourisme pour pénétrer de nouveaux marchés. Brahim Ghali, élu haut la main en marge du 16e congrès du Polisario, une élection, une stabilité qui conforte le Sahara occidental dans sa lutte pour l'indépendance. Et en Espagne, la rue grogne pour dénoncer une politique économique dangereuse et une décision diplomatique hasardeuse. Avant de développer ces titres, nous prenons les nouvelles des coéquipiers de Mézienne. Notre équipe des Aprimes affronte dans moins d'une heure l'équipe du Mozambique. Dans quelles conditions s'est-elle préparée? Réponse avec Fatah Abada. Les coéquipiers de Mézienne, élus homme du match lors de la dernière sortie des Verts, ont assuré leur qualification en venant à bout d'une coriace équipe éthiopienne par la plus petite des marges, et ont ainsi assuré leur qualification en quart de finale de ce CHAN. Ils n'ont cependant pas encore assuré la première place du groupe, même s'ils ont engrangé 6 points lors des 2 premiers matchs. Ils auront donc besoin d'au moins un match nul pour être sûrs de finir en tête. De son côté, la sélection du Mozambique, qui n'a aussi pas complètement assuré sa qualification, même si les Mamba sont bien partis pour, ils doivent cependant éviter la défaite devant les Fennecs pour éviter toute mauvaise surprise. Cette sélection a montré de très belles dispositions lors de sa dernière sortie face à la Libye. Preuve en est la seconde période de très haute facture où les protégés de Chikinono Kondé, qui étaient menés à la mi-temps, ont renversé la vapeur et dominé de bout en bout la sélection libyenne et ont fini par l'emporter sur le score de 3-2. Le 11 national aura fort à faire devant cette belle équipe du Mozambique et que les coéquipiers du goléador Mehiouz, buteur lors des 2 sorties des Verts, devront rester vigilants pour ne pas se faire surprendre par les Mamba. Et priorité au direct dans ce journal pour connaître la composition de la sélection nationale des Aprimes et l'ambiance dans le stade. Nous avons en direct avec nous à partir du stade Nelson Mandela notre envoyé spécial Fatah Abada. Bonsoir Fatah, dites-nous tout sur le match et sur l'ambiance. Bonsoir Kamel et bonsoir à tous les téléspectateurs de Canal Algérie. En effet, une très très belle ambiance comme tous les autres matchs, comme les 2 premiers matchs. Le public est là, les familles sont là, tout le monde est là, tout est réuni pour réussir cette 3e rencontre, cette 3e sortie du 11 national. Il faut juste signaler Kamel que le coach national Medjid Bougara a fait un véritable turnover où il a changé pas moins de 8 joueurs. 8 joueurs qui n'ont pas participé ou très peu participé. Donc c'est un turnover que Medjid Bougara a effectué. Cela dit, Medjid Bougara l'a signalé hier dans sa conférence de presse. Il a précisé que l'équipe nationale jouait pour gagner, vu que nous sommes déjà qualifiés pour les quarts. Donc on joue pour gagner. En face, nous avons cette belle équipe du Mozambique, les Mamba comme on les appelle, qui sont là pour ne pas perdre. Vous savez qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre au risque de se faire dépasser par l'équipe de l'Éthiopie. Là, vous êtes en train d'entendre, comme moi, Kamel, tout ce beau monde-là, ces familles-là, ces enfants, tout le monde, tous les spectateurs qui sont là pour soutenir le 11 national.
Fattah Abada, vous étiez en direct avec nous à partir du stade Nelson Mandela et en effet, on a pu constater cette belle ambiance et on retiendra bien sûr ce turnover du sélectionneur national Majid Bouguerra. Nous entamons à présent le volet économique de ce journal avec ce forum économique algéro-mauritanien qui se déroule en marge de la foire de la production algérienne en Mauritanie. Les deux ministres du commerce algériens et mauritaniens ont rappelé l'importance de créer des partenariats stratégiques entre Alger et Nouakchott. Les détails avec Amel Siritir. Le forum économique algéro-mauritanien, une véritable opportunité de consolider davantage le partenariat et la coopération dans les domaines vitaux, créateurs de richesses et d'emplois. Le ministre du Commerce et de la promotion des exportations, Kamel Rzik, et le ministre mauritanien du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme, Lemrabat Ould Ben Nahi, ont insisté sur l'importance du renforcement des relations de coopération et de partenariat économique entre l'Algérie et la Mauritanie. L'organisation de ce genre de manifestations économiques constitue une nouvelle opportunité de rapprocher les points de vue et de donner une nouvelle impulsion au partenariat et à la coopération entre nos deux pays, ce qui constitue un acquis très important pour l'économie de nos deux pays et traduit la volonté de renforcer les échanges commerciaux. L'échange commercial constitue aujourd'hui un défi considéré comme étant une garantie pour la complémentarité et l'intégration entre les États. La tenue aujourd'hui du Forum économique algéro-mauritanien et la foire des produits algériens exposés à Nouakchott constituent une importante initiative qui entre dans le cadre du renforcement des voies et moyens de coopération entre nos deux pays. En plus de l'augmentation du volume des échanges commerciaux entre les deux pays, les deux parties œuvrent pour l'augmentation qualitative et quantitative du volume des investissements dans divers domaines, à travers notamment la signature d'accords de partenariat dans le domaine économique. Et justement, la foire de la production nationale qui a commencé hier à Nouakchott, c'est une vitrine du Made in Algeria. Elle attire investisseurs et visiteurs mauritaniens. En marge de cette foire, le Conseil du renouveau économique algérien et l'Union nationale du patronat mauritanien ont signé un accord de coopération. Les détails avec Amélie Siritil. La foire de la production algérienne à Nouakchott, une véritable opportunité pour pénétrer le marché mauritanien et africain. C'est aussi l'occasion d'établir des partenariats dans plusieurs secteurs d'activité stratégiques. Nous sommes là pour présenter notre produit. Nous fabriquons des portes blindées. C'est un produit de très bonne qualité qui répond aux normes internationales. Cette foire intervient après l'ouverture des lignes commerciales terrestres et maritimes avec la Mauritanie, ce qui a permis de réduire le temps du trajet et d'augmenter les capacités d'exportation vers ce pays. Le groupe Algérie Télécom est représenté aujourd'hui à la foire de la production algérienne de Nouakchott à travers ses filiales. Le fournisseur de téléphonie fixe, d'Internet haut débit et de connexion sans fil, Algérie Télécom Mobile, Algérie Télécom Satellite, qui est spécialisé dans les services de télécommunication par satellite, et Algérie Télécom Europe, qui présente des solutions et dispositifs de fibre optique brute, ainsi que Saticom, SPA, spécialisé dans les solutions technologiques modernes. Pénétrer le marché africain qui représente une forte croissance, c'est l'objectif escompté à travers l'organisation de ce genre d'événements. D'autant plus que le produit algérien occupe une place de choix dans le marché africain. Et justement, notre pays est bien classé dans le marché africain et dans le marché mondial par rapport à sa stratégie en matière de sécurité alimentaire. En effet, le dernier rapport de Davos a classé l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. Retour sur les détails de ce rapport avec Raouf Hamouche. Les prouesses de l'Algérie dans le domaine agricole sont arrivées jusqu'aux oreilles du Forum économique mondial qui a lieu chaque année à Davos. En l'espace de 2 ans, la production agricole par habitant a plus que doublé. Et ce, grâce à la politique de développement agricole adoptée par notre pays, qui a réussi à se hisser parmi les pays leaders sur le plan de la stabilité alimentaire.
Dans son dernier rapport publié le 17 janvier en cours, le Forum économique de Davos a placé l'Algérie parmi les pays leaders dans le monde en matière de sécurité alimentaire à travers sa production nationale. Dans ce cadre, le rapport a souligné que la part de la production agricole par habitant a doublé ces 2 dernières années, grâce à l'efficacité du modèle agricole adopté par les autorités publiques. Il faut dire que les résultats de ce rapport s'ajoutent à ceux conclus par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui avait classé l'Algérie en première place au niveau arabe et africain, et ce, durant 3 années exécutives en 2020, 2021 et 2022. L'Algérie a réussi à se hisser parmi les pays leaders à stabilité alimentaire grâce à d'importants programmes et projets nationaux de développement de l'agriculture engagés par les pouvoirs publics afin de satisfaire les besoins nationaux à travers la diversification de l'offre agricole. Le taux de croissance de l'économie algérienne devrait dépasser les 2,3% pour l'année 2023. Un taux plus qu'appréciable selon les experts qui estiment que l'Algérie a réussi à amorcer de nouvelles réformes économiques structurelles pour le développement de son économie. Économie toujours, cette information et ces images en concrétisation de l'accord entre la SNTF et la Nesrif et l'entreprise algérienne Qatari Steel. 2 trains ont pris le départ, quand vous allez le voir, du port de Gengène vers le complexe de Bellara sur une distance de 50 km. Chaque train compte 30 wagons avec une capacité de chargement de 1500 tonnes afin de parachever le programme annuel qui est de l'ordre de 2 millions de tonnes dans un premier temps et désengorger la route entre Gigel et Melilla. Dans le grand format de ce week-end, on s'intéresse de près à ce classement du prestigieux journal américain, le New York Times, un classement qui place le Tassili Nadjer parmi les 50 destinations à visiter absolument en 2023, un marketing territorial pour la destination Algérie qui tombe un point nommé après les dernières facilités décidées par les pouvoirs publics pour accorder les visas aux touristes étrangers au niveau des aéroports. Les détails avec Walid Yousfi. Le New York Times a tranché. Le Tassili Nadjer fait partie désormais des destinations à visiter en 2023. Les raisons sont nombreuses. L'article noir dans le Tassili Nadjer. Et là, ces tableaux, ils représentent une scène pastorale où on voit des personnages avec les bifs et les girafes. Dans les Beaucoup de gens, je l'ai confirmé avec les gens du groupe, qui attire beaucoup de gens qui viennent ici, pas pour le désert, pas pour les... Mais il y a une autre dimension. C'est
la paix intérieure. On a l'impression qu'on se retrouve soi-même. Le Tassili Nadjer, plus que jamais accessible aux touristes étrangers. En effet, ces touristes peuvent se réjouir après les dernières décisions prises par le ministère de l'Intérieur. Les visas leur sont accordés à leur arrivée. Des facilités pour obtenir nos visas depuis peu de temps, mais il faudrait que ce soit encore mieux et encore plus. Et surtout, on a vu que maintenant, c'est très facile d'obtenir le visa parce qu'on arrive directement à la douane, n'importe quelle douane, et on peut obtenir le visa sans passer par l'ambassade. Mais visiter le Tassili Nadjer ne se fait pas en un voyage. De Tikoubaouine à Sefar, de Ijbarn à Moulnaga, les circuits peuvent durer des semaines. Ça fait une nouvelle découverte. On n'en a jamais satisfait de ce qu'on a vu la première fois. Chaque fois qu'on vient, encore on a envie de revenir, encore de redécouvrir parce que chaque fois il y a encore de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle découverte. Du New York Times et ces belles images du Tassili Nadjer, et justement pour aller au fond de cette stratégie nationale pour booster le tourisme dans notre pays et profiter justement de cette exposition internationale. Nous avons sur ce plateau avec nous Madame Saliha Nasser Bey. Vous êtes directrice générale de l'ONT, l'office qui assure la promotion du tourisme de notre pays. Alors première question, comment comptez-vous surfer justement sur cette exposition internationale grâce à ce classement du New York Times qui, je le rappelle, place notre pays parmi les 52 destinations à visiter en 2023. Tout d'abord, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci pour l'invitation. Donc, c'est une grande opportunité. C'est un très beau cadeau de fin d'année que nous avons reçu aussi. Et puis, New York Times, c'est pas rien. C'est l'un des prestigieux journaux aux États-Unis. C'est le plus crédible aussi, avec ses 5 millions d'abonnés, avec ses 35 agences au niveau mondial, c'est-à-dire c'est crédible, c'est sérieux. Mm-hmm. Et puis quand on arrive à avoir une place, parce qu'il faut-il le rappeler que nous sommes classés 22 mondial, 3 au niveau africain et 1er au niveau arabe. Et c'est extraordinaire. De toutes les façons, on le mérite. On le mérite bien. Le Tassili Nadjer, c'est un musée à ciel ouvert, classé par patrimoine mondial de l'UNESCO en 1982. Et puis, c'est une curiosité extraordinaire. C'est plus de 15 000 dessins rupestres, gravures rupestres, qui remontent à des milliers d'années. Voilà, donc ce n'est que justice. Ce n'est que justice, et on l'a vu dans le reportage, Madame Saliha Nasser Bey, justement, ce rapport, ce classement tombe à point nommé. Au moment où l'Algérie décide d'accueillir les touristes étrangers, de leur accorder un certain nombre de facilités, oui. Et parmi ces facilités, il faut le dire, c'est les visas qui sont délivrés directement dans les aéroports pour les touristes qui souhaitent aller dans le sud. Comment vous, l'ONT, l'Office national du tourisme, vous comptez médiatiser toutes ces facilités pour les touristes qui souhaitent visiter l'Algérie? De toutes les façons, c'est des événements qui se sont un petit peu enchaînés. C'est-à-dire il y a eu d'abord le vol direct qui a été inauguré, un vol direct Paris-Janet. Par la suite, il y a eu des mesures de facilitation de visa pour les étrangers. C'est-à-dire on est allé crescendo vers cette relance du tourisme, vers donc cette visibilité, parce que ce classement, d'abord, il permet donc à la destination Algérie d'être plus visible. C'est ce qu'on cherchait. Par la suite, maintenant, place au travail, place au sérieux. Maintenant, il faut un petit peu préserver les acquis, remédier un petit peu toutes les insuffisances, parce que c'est vrai que le visa et puis le transport étaient souvent l'une des entraves ou des problématiques qui un petit peu freinaient le développement du tourisme. Maintenant, avec toutes ces bonnes nouvelles, nous espérons aller de l'avant. Maintenant, l'ONT
il a dans son programme d'action de continuer dans cette lancée, de continuer à faire la promotion, parce que c'est sa mission principale, c'est l'outil privilégié du ministère du Tourisme et de l'Artisanat pour faire valoir tous les atouts matériels, immatériels, tout ce qu'on a comme beauté en Algérie. Donc on fait la promotion au niveau national pour inciter les nationaux à découvrir leur pays et puis à instaurer une culture touristique pour être prêt lorsqu'il y aura réellement des touristes, le flux touristique, donc on sera prêt. Et par la suite, aller chercher d'autres marchés, d'autres parts de marché et changer complètement, maintenir les marchés traditionnels, mais aller conquérir d'autres marchés. Et on est persuadé que la destination Algérie a beaucoup, c'est-à-dire va capter, elle aura de l'intérêt. Je vous pose cette dernière question, Saliha Nasser Bey, sur votre stratégie de communication. On en a parlé avant cet entretien, que l'ONT adapte aussi sa stratégie de communication en fonction du public qui est visé. Et on sait très bien aujourd'hui que la communication est davantage sur les réseaux sociaux, à travers la mobilité aussi. Bien sûr, c'est clair, on s'adapte, on ne peut pas rester en dehors de tout ce qui se passe à travers le monde avec tout ce développement numérique. Et puis bien sûr, donc, nous comptons sur les réseaux sociaux beaucoup. Et puis nous travaillons aussi avec des associations, avec des jeunes qui excellent dans ce créneau à travers les influenceurs, les créateurs de contenu. Et c'est ça. Maintenant, il faut s'y mettre. On est en train de développer aussi nos outils de promotion et de communication, aller vers 3D, aller vers la réalité augmentée. Et voilà, donc il faut être à la page. Maintenant, la place, elle est aux professionnels. Il n'y a plus d'amateurisme. Il faut travailler, aller de l'avant. Bien sûr, comme je vous ai dit, il faut remédier. Il faut aussi renforcer, encourager l'investissement et être prêt. Parce qu'on ne peut plus revenir en arrière maintenant. Il faut se préparer pour l'avenir. Merci beaucoup pour toutes ces explications, Saliha Nasser Bey. Je rappelle que vous êtes directrice générale de l'ONT, l'office qui assure la promotion du tourisme de notre pays à l'étranger. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Dans l'actualité internationale, c'est avec 69% des voix exprimées que Brahim Ghali a été réélu. Une élection qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, assurant la stabilité institutionnelle et une détermination afin de poursuivre le combat pour l'autodétermination. Les détails avec Marim Damis. Le secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, a été reconduit dans ses fonctions pour un nouveau mandat de 3 ans avec 69% des voix exprimées. Selon la commission électorale du 16e congrès du Front populaire de libération de la Saria al-Hamra et Ouad el-Dahab. Le scrutin s'est déroulé à travers 24 bureaux de vote et plus de 2000 délégués y ont participé. Un scrutin démocratique qui a respecté les règles électorales. C'est un acquis pour le peuple sahraoui qui doit être fier de cette expérience exceptionnelle et unique qu'on a concrétisée dans un contexte particulier de sa lutte, de sa guerre et de sa résistance, afin de décrocher son droit à la liberté et à l'indépendance, ainsi que l'édification de l'État sahraoui sur l'ensemble de ses territoires nationaux. Félicitations au peuple sahraoui. Le rétablissement de la souveraineté totale du peuple sahraoui sur son territoire, sur le Sahara occidental, donc la République arabe sahraoui démocratique dans son indépendance, sa souveraineté, puisque c'est le cadre, si je peux dire, où se déploie la volonté du peuple sahraoui. Ça a été fait dans l'enthousiasme, dans la sérénité, dans la confiance du peuple sahraoui dans son avenir. Les congressistes, le Front Polisario en qualité de mouvement de libération nationale se donnent, si je peux dire, les moyens de poursuivre et d'intensifier le combat libérateur contre l'occupation et l'agression. Après l'élection du président sahraoui, les élections des membres du bureau se poursuivent aujourd'hui. Un scrutin qui vient consolider l'état de droit et renforcer la détermination du peuple sahraoui dans sa lutte juste contre l'occupation marocaine. Et cette lutte se poursuit sur le terrain. Les unités de l'armée populaire de libération sahraoui ont mené hier de nouvelles attaques ciblées contre des positions des forces d'occupation marocaines dans le secteur de Mahbes. Dans le dossier marocain, le Maroc Gate continue à faire la une de certains médias étrangers. Les révélations s'enchaînent et les condamnations pleuvent. Des condamnations saluées dans le dernier rapport d'Amnesty International. Les détails avec Majda Jahmoun.
Le Maroc Gate est l'un des épisodes qui illustre à quel point le Makhzen est prêt à tout se permettre pour arriver à ses fins. Mais le temps de l'impunité semble terminé pour ce régime qui continue de violer les droits de l'homme. En effet, la liberté de la presse au Maroc a été vivement critiquée par les députés européens. 356 parlementaires européens sur 430 votants ont condamné la situation de la presse au Maroc, classée 135 sur 180 dans le classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Les parlementaires européens demandent instantanément aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression et la liberté des médias et de garantir un procès équitable aux journalistes incarcérés, notamment pour le cas de Omar Radi, journaliste connu pour ses positions critiques envers le Makhzen. D'autre part, le vaste réseau de corruption de députés destiné à influencer les décisions de l'Union européenne en faveur du Maroc continue de faire la une des médias. Les députés se disent profondément préoccupés par ce scandale. Ces condamnations de l'Union européenne ont été saluées dans le dernier rapport d'Amnesty International. Toujours à l'étranger, en Espagne, les taux se resserrent contre le gouvernement Sánchez. Inflation record, perte de compétitivité, chômage. Les Espagnols battent le pavé pour dénoncer une politique économique obsolète et des décisions diplomatiques hasardeuses. Les détails avec Mariam Damis. Depuis plusieurs jours, l'Espagne vit au rythme des manifestations. Aujourd'hui, plus de 30 000 personnes ont manifesté à Madrid contre le gouvernement du Premier ministre Pedro Sánchez. Les manifestants ont brandi des drapeaux espagnols et réclamé la démission de Sánchez. La droite espagnole est outrée par la décision du gouvernement d'abolir le délit de sédition, principal chef d'inculpation ayant visé 9 dirigeants indépendantistes catalans condamnés à des peines de prison pour leur rôle dans la tentative de sécession de la Catalogne en 2017. En juillet dernier, l'inflation en Espagne avait atteint près de 11%. Selon un rapport de l'organisation caritative Caritas, 3 familles espagnoles sur 10 n'ont pas les ressources financières nécessaires pour maintenir des conditions de vie dignes. Concernant la question sahraoui, le changement de position du Premier ministre a été dénoncé par les Espagnols, un volte-face diplomatique qui a coûté cher à Sánchez. En effet, les parlementaires avaient rejeté le revirement de position de Madrid à la faveur du Maroc et accusé le chef du gouvernement d'avoir abandonné une position historique de neutralité à l'égard du conflit. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.